Bien sûr, George Sand, figure majeure de la littérature et du féminisme. On en parle dans un instant. L'occasion, comme toujours, de redécouvrir aujourd'hui notre invité sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Georges-Marc Benamou. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous revoir. Vous savez, il y a quelques jours, quelques semaines, bon, qu'importe, les jours étant passés, j'avais juste en face de moi Jean-Paul Antoven qui a vu votre visage dans les magnets de notre rédaction. Il m'a dit « Georges-Marc est là ?» Je lui ai dit « Oui, d'ailleurs, je le reçois bientôt pour une série sur George Sand. » Il m'a dit « Quelle bonne idée !» Et je me suis dit qu'il fallait que je vous le dise donc en direct aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous d'être mon invité pour découvrir donc cette actu. Mais vous savez, la règle est toujours la même dans cette émission. Tentez de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. La dernière fois, je vous avais demandé 3 mots pour vous décrire. Est-ce qu'ils ont évolué ? Ouh là là, je dois changer d'avis tous les jours. Question de tenace, enthousiaste et fatigant. Oui, je persiste. Oui, maintenant, il faut signez. demander à mon entourage, mais je persiste. On va voir si ça colle avec vous. Alors aujourd'hui, dans cette émission, on démarre par le début, toujours le début. Georges-Marc Benamou, on ne refera certainement pas la même émission que la dernière fois, mais un petit rappel, vous êtes né un 30 mars dans les années 50 à Saïda en Algérie, dans une famille juive. Vous étiez un petit prince dans l'ombre du malheur, m'avez-vous confié la dernière fois, celui de la mort de votre oncle lors de la guerre d'Algérie et dont votre famille vous a légué le prénom de Georges. Savez-vous si vous avez emporté aujourd'hui quelque chose en lui, peut-être de naissant ou de présent ? J'ai longtemps vécu habité par cet oncle que je n'ai pas connu et dont ce qui ressemblait sur les photos, peut-être vous l'ai-je déjà dit, je rappelle son nom, Georges Benamou, mort en mars 56, parmi les premiers au front sur la guerre d'Algérie décidé par Guy Mollet, et qui ressemblait au jeune Kafka. J'ai longtemps projeté, on me disait dans ma famille qu'il était sioniste, militant sioniste, qui était relativement rare en Algérie française à l'époque. Et j'ai longtemps projeté sur cet oncle figure idéale et engagée. Aujourd'hui, Georges-Marc Benamou, ce prénom est important. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir un lien entre vous et Aurore Dupin, alias George Sand, avec le sentiment qu'il était pour vous deux un prénom d'emprunt, un lien, en tout cas qu'il fallait tisser quelque chose autour de ça. Est-ce que vous y avez pensé ? Probablement, pas vraiment d'ailleurs, non, j'y ai pas beaucoup pensé. C'est vrai que c'est le choix par George Sand, le choix de George Sand. Il y avait quelque chose, effectivement, on met plus ou moins de soi dans les livres, dans les films. J'en ai mis beaucoup, par exemple, sur le film sur Albert Camus, ou mes travaux différents. J'ai eu le sentiment, je ne sais pas pourquoi, c'est diffus, de mettre beaucoup de moi, de mon amour de ma mère, des femmes, de l'empathie qu'on pouvait avoir sur ces femmes et leurs joues, et leur servage d'une certaine manière. Peut-être que j'y ai mis aussi beaucoup de moi, de cette émotion, et j'ai pas été le seul, avec le réalisateur Rodolphe Tissot, avec le co-auteur Henri Hellman. Voilà, il se trouve qu'elle vibre particulièrement grâce aussi, vous l'avez dit, à Anine Durso, qui est vraiment l'incarnation qu'on voulait, quoi. C'est ça. Je vous l'ai dit en privé, Georges-Marc Benamou, après La Peste diffusée l'année dernière, aujourd'hui, vous venez nous voir pour cette série que vous avez donc coécrit avec Henri Hellman, produit, qui s'intitule La Rebelle, sur les aventures donc de la jeune romancière George Sand. Ce sera en diffusion le 14 et 21 avril à 21h10 sur France 2, joué par de nombreux acteurs, dont Nine Durso, dans le personnage principal de George Sand. C'est une actrice que vous nous faites découvrir, Georges-Marc Benamou, un choix osé, un visage tout à fait singulier, inoubliable pour moi, longiligne, avec des cheveux noirs frisés, fidèle à Sand. Pourquoi Nine était la bonne George Sand pour vous ? D'abord parce qu'on ne voulait pas faire un film, La Gare des Michards au sens film littéraire, ancien, blabla, sur une écrivaine, quoi. C'est un film rock, c'est un film sur une femme qui quitte son mari, c'est un film qui va vite, qui est violent, passionné, et qui rivalise bien avec bien des plateformes. Donc la vraie question est de trouver une incarnation moderne, parce qu'on voulait
raconter la jeune George Sand, celle qui va quitter son mari, qui s'appelle encore Aurore du Vent, et qui va décoller, quoi, devenir George Sand. Et moi, je déteste l'histoire poussiéreuse, les séries poussiéreuses. Donc, il fallait qu'on trouve une incarnation, et on était vraiment un peu désespérés, parce que comment trouver une actrice entre 25 et 30 ans qui ait ce rayonnement, qui soit bankable, ou qui soit pas bankable, mais qui soit cette incarnation. Donc, on a réfléchi à des actrices existantes, on n'a pas trouvé, puis on a décidé de faire un casting vraiment. Puis là, on m'a présenté une liste de 40 comédiennes, j'en connaissais pas la moitié ou le tiers, etc. Et en effet, la question de la notoriété de ces jeunes comédiennes, c'est compliqué. Et comme ça coûtait très cher, je me suis dit, on va pas en caster 40, vous vous rendez compte? Alors c'est une directrice de casting qui interviewe sur trois scènes. Le réalisateur choisissait de pas être là, moi non plus. Donc je dis, mais écoutez, vous allez passer 40 comédiennes, vous allez passer beaucoup de temps. Donc j'ai commencé à en enlever quelques-unes, dont j'étais sûr que elle ne ressemblait pas. Et puis j'en ai enlevé 11, et puis une 12e, j'ai hésité. Je me suis dit, Nine Durso, fille d'Inès de la Fressange, peut-être ils ont voulu me faire plaisir, parce que je connais Inès de la Fressange, je me sais peut-être du name dropping, on a failli ne pas la garder. Et puis elle a été conservée dans le casting, et quand on a revu les 28 essais avec Rodolphe, on ne s'est pas parlé. On a regardé chacun de notre côté les 28 essais, ça prend plusieurs heures. Et je me souviens des leçons du grand Milos Forman, qui a été mon ami et qui m'expliquait comment on choisissait les actrices, à la fois dans l'instinct, et les faire passer plusieurs fois la bande pour pas qu'on se lasse, quoi. Et puis on a passé une journée à regarder les bandes, et puis on s'est appelé le soir. Sur les 28, j'ai dit c'est elle, il m'a dit c'est elle. Et le coup de foudre a été réciproque, et ça c'était important. Et là. On retrouve aussi un autre talent que je ne connaissais pas à l'image, à l'écran, en tout cas à la comédie, c'est Barbara Pravi. Dans le rôle de Marie Dorval, une des conquêtes de George Sand. Comment Barbara est arrivée là aussi ? Oui, vous savez, quand on prépare un film, on échange avec des amis. Je crois me souvenir que j'ai échangé avec mon amie, la réalisatrice très talentueuse Géraldine Danon, qui m'en a parlé. Ouais. Et puis je me suis intéressé à elle, ce décalage, en effet, chanteuse très populaire, et on cherchait une star qui aurait pu être la star de la scène qu'était la télévision en 1830, et elle nous a semblé parfaite, quoi. Et en opposition légèrement plus plébéienne que George Sand, et faisant un couple parfait et scandaleux, comme on pourra le voir dans la série. Exactement, très populaire, et à la fois, quand on connaît Barbara Pravi, tellement loin de l'image qu'elle donne, puisque c'est quelqu'un d'extrêmement profond et féministe à la fois, pour la connaître un petit peu. Bonne annonce. Les femmes ne sont pas faites pour écrire des livres. George Sand. Il va falloir que je m'y habitue. Comptez-vous que le pantalon vous donne du talent, madame? Ce que vous avez gribouillé ne présente aucun intérêt. Tous des jaloux et des lâches. Madame George Sand est une femme courageuse. Il suffit de lire ses livres pour le savoir. Sous un nom d'homme, elle combat au nom des femmes. La Rebelle, les aventures de la jeune George Sand. Votre nouvelle série événement, lundi 14 avril à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Nous sommes en 1830. On suit alors le parcours de George Sand, de ses 27-28 ans jusqu'à 34-35 ans. C'est la période la plus importante dans son changement de vie, celui où elle décide de quitter Nohant pour devenir écrivaine. Elle décide de prendre un prénom masculin, et elle est le visage du combat des femmes pour la liberté. Est-ce que c'est ce qui vous a le plus porté pour mettre ce rôle à l'écran et pour raconter son histoire? Oui, mais elle n'est pas que féministe. Ah, elle est une amoureuse qui est en recherche d'amour. C'est la thèse du grand André Mauroy, qui a été son biographe. Et elle va avoir beaucoup de mal à trouver cet amour. Elle est une écrivaine dans un monde hostile. À l'époque, on dit que le roman français est interdit aux femmes, qu'elles sont toutes bonnes à écrire des lettres comme Madame de Sévigné. Donc on lui refuse, les éditeurs, l'entrée dans des cercles, etc. Elle fait scandale. Elle est rebelle aussi, car elle est très riche, elle a hérité, mais par mariage, du coup, c'est son mari qui gère sa fortune, et qui est la prisonnière. Elle est la prisonnière de Nohant. Cette Aurore du Vent, qui s'appelle pas encore George Sand, elle est prisonnière dans son propre domaine, et un jour elle décide de fuir, et c'est quand même très risqué, parce que elle peut être mise en prison, elle peut être mise dans une retraite, dans
dans une retraite religieuse. Enfin, le mari a tout pouvoir sur ses libertés et elle va s'imposer à la fois comme femme, comme écrivaine, comme amoureuse. Et elle va s'émanciper vis-à-vis de l'asservissement aux hommes, des femmes, ce que généralement on imposait aux femmes à cette époque, c'est-à-dire d'être docile, d'être une femme qui accepte tout pour disposer de son corps finalement. Et vous démarrez la série avec ça, c'est poignant. Et il y a quelques phrases qui suivent, on va écouter cet extrait. Je t'en conjure, Aurore, si tu quittes Casimir, il ne supportera pas le scandale. Le scandale, c'est d'être violée tous les soirs par un homme sous prétexte qu'il est mon mari. Voilà le scandale. Mais puisque cela ne semble pas vous émouvoir, je trouverai seul le moyen de briser mes chaînes. Voilà, j'ai trouvé que c'était extrêmement représentatif de cette série. En tout cas, voilà le côté je veux briser mes chaînes, je veux m'émanciper, je veux sortir de cela, même s'il va y avoir bien sûr beaucoup d'autres sujets. C'est un passage très fort avec lequel vous démarrez la série, qui est une série où on démarre par un viol. Oui, écoutez, la femme était... d'abord, le divorce est interdit en 1830. Il était aboli. Il était aboli par la monarchie. Cette femme était prisonnière. Enfin, on n'imagine pas... je veux dire, jusqu'en 1965, les femmes n'avaient pas le droit de faire des chèques, d'avoir de comptes en banque. Enfin, qu'est-ce qu'est la préhistoire du féminisme en 1830 ? Et une femme qui est lucide et qui veut disposer, enfin, en effet, face à un mari goujat, ivrogne, etc., de son corps, de son argent et ne le pouvant pas, etc. Quelle force faut avoir, force pionnière de cette femme qui va ouvrir la voie à plein d'autres. Et on a le sentiment qu'elle était convaincue de tout, en tout cas, qu'elle n'avait peur de rien. C'est ce que vous révélez de son caractère dans cette série, Georges-Marc Benamou. Une série de 4 épisodes en 4 temps forts. Le premier étant la captive de Nohant, où on la voit en effet partir pour Paris. Elle part en 2e épisode à la conquête de ce Paris. On voit dans le 3e épisode tous les amours qu'elle a connus, les trahisons, et puis un procès pour l'histoire. On va y venir dans un instant. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle de littérature, puisque c'était aussi très important. Elle est à l'initiative du même droit que les hommes à exister dans la littérature. À l'heure où vous le disiez, seuls les hommes avaient le droit d'écrire. Et c'est une comtesse qui va lui dire une phrase très touchante, très poignante plutôt. Existe-t-il des femmes écrivains ? Et si oui, que peuvent-elles avoir à raconter ? D'abord, elle a écrit près de 70 romans. Imaginez 70 romans, sans compter les pièces de théâtre et ses admirables mémoires. 70 romans qui ont certes un peu vieilli, mais qui ont été considérés avec beaucoup de respect par ces jeunes gens qu'on voit dans la série, qui s'appellent tout simplement Balzac, Alexandre Dumas, qui sont finalement des jeunes gens entre 25 et 30 ans et qui l'acceptent dans leur cercle. Dans leur cercle. Alors, elle va rencontrer Balzac grâce à son amant, Julien Sandeau, d'où son nom Sand qui va arriver par la suite, ce qui va lui permettre bien sûr de se faire connaître. Pour la publication, je veux venir sur cet extrait que j'ai adoré dans le film, pour la publication de son premier manuscrit qui s'intitule Rose et Blanche, Jules Sandeau va parvenir à faire publier ce livre, mais en son nom à lui, alors qu'il était question qu'à l'époque, Aurore, qui n'était pas encore George Sand, cède sur une fausse écriture à 4 mains pour y voir son nom de femme. C'est un déclencheur. Il lui a piqué le livre, quoi. C'était un glandeur qui ne faisait rien. La nuit, il allait dans les bouges, les tripots, comme on le voit dans la série. Et la nuit, elle écrivait ce livre qui a été publié sous son nom. Donc, là, on se choque, cette spoliation, puisqu'on ne pouvait pas imaginer qu'une femme puisse publier un livre ou un roman d'amour. A été le choc du déclenchement, et puis l'éditeur va les mettre au défi d'un second livre, et dans le second livre, elle va triompher de son amant, et la carrière va commencer, non sans mal, parce qu'elle sera quand même blackboulée par d'autres qui ne l'aimeront moins, des cercles littéraires où elle aimerait rentrer. Elle va lui dire, lui, Jules Sandeau, ce n'est pas de ma faute si tu es une femme, ce à quoi elle va répondre, ce n'est pas de ma faute si tu n'es pas un homme. Brillantissime, Georges-Marc Benamou. C'était sans doute ça, George Sand. Une autre phrase très forte dans la série, la littérature est un combat de tous les instants. Il l'était pour l'époque, mais l'est-il encore aujourd'hui pour vous ? C'est une très bonne question. Écoutez, j'espère pouvoir penser que oui. En tout cas, dans le chaos informationnel, à la différence du passé, dans la surcharge
émotionnel. La littérature, c'est que des voix puissent percer non pas le silence, mais percer ce chaos et se fassent s'entendre. Et je crois espérer, et il faut espérer que oui, même si la société de l'amnésie, de la confusion mentale nous menace. Oui, il faut continuer à y croire. À y croire et essayer d'éduquer les jeunes aussi à la littérature plus qu'aux écrans. Et ça, c'est un combat quotidien. Mais on voit bien, par exemple, je l'ai vu d'ailleurs sur la réaction de quelques jeunes, de mon fils, mais qui voulaient pas me faire plaisir. On peut parler aux jeunes, on peut transmettre. Cette série, c'est pas, comme je vous l'ai dit, La Gare des Michards, la classe de terminale ou de première, c'est vraiment une série de jeunes gens, les romantiques, s'ils avaient 25, 28 ans. Et ça peut parler aux jeunes. Il faut espérer, essayer, et tout tenter, en fait. Et c'est en ça aussi où le choix de la comédienne est très bon, parce qu'on sent quand même que, même si son attitude est de l'époque, son langage fait que les jeunes peuvent aussi s'y retrouver. En soi, c'est un choix stratégique. Une période, on l'a dit, où les femmes ne sont pas publiées, elles n'écrivent pas, comme si elles n'étaient pas dignes d'être entendues, ou lues, annihilées. Elle va donc devenir George Sand, commencer à écrire, travailler pour le Figaro, devenir une écrivaine reconnue, redoutable, redoutée, jalousée, elle qui payait le prix de son succès car tous savaient que c'était une femme finalement. Première femme écrivaine à vivre de sa plume, elle va essayer de rentrer au Cénacle. Essayons d'expliquer ce qu'est le Cénacle pour fréquenter les écrivains, les poètes de l'époque. Est-ce qu'elle y parviendra aussi ? Le Cénacle, ce serait une sorte d'académie française ou d'académie Goncourt d'aujourd'hui. Ça a été créé par Victor Hugo. C'est des jeunes gens, là, encore. Il y a Alexandre Dumas, il y a Sainte-Beuve, il y a tout ce que compte la littérature. Il y a Prosper Mérimée. Et elle, vraiment pour elle, c'est une quête, c'est le Graal d'arriver, d'être acceptée au Cénacle. Et pour une raison, à cause de l'opposition de Prosper Mérimée, qui est un immense écrivain qu'on a oublié, avec qui elle avait couché, mais qui était un peu impuissant, et sans grand succès, comme vous dites, et la rumeur s'était répandue, et il semblerait que Prosper Mérimée, pour cette raison notamment, l'ait empêché de rentrer au Sénat. Vous voyez, splendeur et misère de la vie littéraire. C'était une époque où les uns inspiraient les autres, et j'ai été assez bluffée de voir que finalement, elle pouvait inspirer les plus grands, et même être jalousée par Hugo. Oui, parce que, écoutez, il a fait les best-sellers comme ça, et puis le pape Hugo, quoique c'est un peu la même génération quand même, hein, c'est pas le vieux Hugo, il se tire la bourre comme les écrivains d'aujourd'hui. Seul Balzac est véritablement très bienveillant. Très admiratif. Il va l'aider. Et puis on verra, alors c'est la suite, c'est pour ceux qui veulent lire, et on l'a pas fait figurer dans la série, son grand ami sera Flaubert. Oui. Et la correspondance entre Flaubert et George Sand est une pure merveille, mais ça c'est une autre série. Elle rêvait de rencontrer Victor Hugo, qui faisait partie de ce Cénacle, vous l'avez dit. Dans la vraie vie, ils vont s'écrire très longtemps, ne jamais se rencontrer. Ça aurait pu faire un très grand roman, cette histoire-là. On le comprend, George Sand devient une figure de la littérature, avec des romans qui dressaient une vaste fresque de son temps. Mais son chef-d'œuvre, on le comprend, c'est sa vie. Ce qui me frappe aussi, c'est que les femmes faisaient partie de ses premières tortionnaires. Et on le voit dans la série. Elles étaient très dures avec George Sand. Oui, sa mère en particulier, elle est un très mélange tendre dans la série, quand même. Oui, elle est un mélange d'aristocrate et de gitan, si je puis dire, de gens un peu de saltimbanque. Donc sa mère, elle descend à la fois du côté de son père, du maréchal de Saxe, parce que sa grand-mère est couchée avec le maréchal de Saxe, et sa mère est une sorte de bohémienne qui, comme elle n'avait pas très bonne réputation, on lui dit, à la mort du père, on lui dit va-t'en, et c'est la grand-mère Aristo qui l'élève. Enfin, ça à la fois de la souffrance et elle retrouve sa mère plus tard on le voit dans la série. De la souffrance et un cadeau, diriez-vous, Georges-Marc Benamou? Le cadeau, c'est quoi? Le château de Nohant, c'est peut-être d'avoir eu une enfance beaucoup plus heureuse que ce qu'elle aurait pu avoir en étant restée auprès de sa mère. Absolument, c'est une explication possible. George Sand va enchaîner les succès littéraires
et déchaîner les passions amoureuses. Elle va faire scandale par une vie amoureuse agitée, par sa liaison avec Marie Dorval, jouée par Barbara Pravi. Elle va tomber aussi dans les bras d'Alfred de Musset. Ils écrivent, ils jouent tous deux du piano. On croit à cette histoire d'amour fantastique, mais lui va se détruire à l'opium, aux femmes. Il va lui écrire quand même plusieurs ouvrages, notamment La Confession d'un enfant du siècle, parce qu'elle va faire partie de ses deux grandes muses, celles de sa vie. Elle aimait les hommes plus jeunes. Elle cherchait finalement désespérément l'amour, le vrai. Est-ce qu'elle le connaîtra seulement un jour ? Et c'est la ligne directrice de la belle biographie dont on parlait d'André Mauroy, qui était pour l'époque très audacieuse et puis quand même centrée sur sa sexualité. Les deux grandes passions sensuelles. Alors il y a l'histoire officielle qui retient Musset et Chopin, qui sont au fond ses enfants qu'elle va soigner, quoi. Ouais. Elle est une mère, sans parler de tous les autres. Et puis, ce que dit André Mauroy, mais qui a été vérifié, c'est que ces deux grandes passions sensuelles seront pas du tout ces jeunes gens fragiles comme Musset, dont elle est un peu la maman. Les deux grandes passions sensuelles, c'est Marie Dorval, avec qui elle connaîtra une passion sensuelle très forte, et un très vilain, très costaud, vraiment l'antithèse de Musset, qui est son avocat, Michel de Bourges, qui est une sorte de quinquagénaire déjà vieillissant, pas beau, très costaud, avec qui elle connaîtra un plaisir infini. Donc il y a des amours complexes et multiples. Pardon de mon audace, mais mes sources, c'est André Mauroy, qu'on ne peut pas reprocher, parce que c'est un académicien français, n'est-ce pas ? En effet, on va le voir dans la série, puisque ça, vous le mettez en image, Georges-Marc Benamou. Seuls ses enfants à l'écriture vont finir par la combler, mais puisque vous parlez de cet avocat, il va gagner son procès pour la liberté. Quand le divorce était aboli, l'avocat de son époux, le baron donc Dudevant, va dire une phrase très forte. Elle était sans doute la seule femme de France qu'il ne fallait pas provoquer. Et c'est tout à fait... on ne respire plus quand cette phrase arrive dans la série. Parce qu'en fait, à y réfléchir, donc comme vous l'aviez dit tout à l'heure, le divorce avait été suspendu, etc., en 1834, et donc on ne pouvait plus divorcer, et elle va tout oser auprès de cet avocat et d'une certaine manière réinstaller le divorce, qui s'appelait pas tout à fait divorce, et c'est un moment très important sur le plan du droit. Les deux grands procès, on n'en raconte qu'un dans la série, ont été décisifs pour la jurisprudence de l'époque. Elle a ouvert la voie, on ne pouvait pas divorcer, elle a prouvé le contraire avec Michel de Bourges, donc elle a pu récupérer Nohant, qui était pour elle récupérer son enfance, ses racines. Et ses enfants. Quel genre de féministe serait George Sand aujourd'hui pour vous ? On ne peut pas préjuger de rien, mais avoir son évolution en 1848, où elle va s'engager avec ce qu'on n'appelait pas encore la social-démocratie, disons, j'imagine, elle était, et autre dimension, son attachement à la nature va en faire ce qu'on appelle une écoféministe. Mais je parie, je projette qu'elle aurait été une écoféministe beauvoirienne et qu'elle n'aurait pas défilé avec les féministes qui aiment le Hamas. On revient dans un instant, juste après le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal présenté par Etani Belaïch avec juste le rappel des titres. Rebonjour Etanit. Rebonjour Cyrielle, bonjour à tous. L'armée israélienne annonce avoir éliminé un chef local du Hamas hier dans le quartier de Shedjaya à l'est de Gaza City. Il était, selon Tsahal, à la tête du groupe qui s'est attaqué aux habitants du kibbutz Nahal Oz le 7 octobre 2023. Une reconnaissance de l'État palestinien par la France serait une récompense pour le terrorisme, estime le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar. Ce genre d'action n'apportera pas la paix, la sécurité
sécurité ou la stabilité dans notre région, mais l'inverse, a-t-il ajouté sur le réseau social X, en réaction aux propos du président Emmanuel Macron, selon lesquels la France serait prête à reconnaître un État palestinien d'ici le mois de juin. Au lendemain de la volte-face de Donald Trump sur les droits de douane, l'Union européenne suspend sa riposte aux surtaxes du président américain pour 90 jours. Nouvelle dérive antisémite à l'université Paris 10 Nanterre. Le tag UEJF ordonofactionniste fasciste a été vu cet après-midi sur les sols extérieurs de l'établissement supérieur. L'Union des étudiants juifs de France annonce déposer plainte. Le Premier ministre François Bayrou est convoqué par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Betaram. Il sera entendu dans un mois, le 14 mai à 17h, annonce sa présidente et ses rapporteurs. Nicole Belloubet, Jean-Michel Blanquer, Pape Ndiaye, Ségolène Royal, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin seront également auditionnés. Enfin, les dirigeants du Festival de Cannes ont présenté la liste des films en compétition lors de la 78e édition qui débutera le 13 mai prochain. Partir un jour, premier long métrage de la Française Amélie Bonin, sera diffusé en ouverture. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on revient avec mon invité Georges-Marc Benamou et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. À l'approche de Pessah, perpétuons ensemble la tradition de solidarité en participant à la campagne unitaire des paniers de Pessah, de l'Écuge et de ses partenaires. Aucune famille ne doit être laissée de côté. Votre générosité leur permet, dans la discrétion et la dignité, de faire leurs courses dans des commerces partenaires afin de célébrer la fête comme il se doit. Pour donner, Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10e, 01 53 20 52 52 et don.écuge.fr/Pessah. Servant en retour. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Georges-Marc Benamou, co-auteur et producteur de la série La Rebelle sur les aventures de la jeune George Sand, en diffusion le 14 et 21 avril sur France 2. Tout de suite, on vous emmène au théâtre avec David Schweger. Au théâtre. Bonjour David. Bonjour Cyrielle et bonjour Georges-Marc Benamou. Bonjour David. Alors, cher Georges-Marc, sachant que vous étiez venu nous parler de George Sand, qu'à cela ne tienne, comme il ne s'agit dans cette chronique que de mettre le théâtre au goût de nos invités et de leur actualité, je m'étais mise en quête d'un spectacle féministe ou à tout le moins marqué par une figure de femme forte, de femme puissante, comme on aime à le dire aujourd'hui. J'aurais voulu vous parler de la sémillante et charmante Laure Calamy dans Peau d'homme, mais 3 fois, hélas, on m'indiqua à ma droite que ça avait déjà été fait. Tout en maugréant après celui ou celle qui m'avait piqué mon spectacle, sans doute Christophe Barbier, qui est, quoi qu'on en dise, la véritable star de cette chronique, de cette chronique théâtre le lundi. Ça m'apprendra à rater le NS 2 fois à l'oral. Il y a d'autres comme Macron à qui ça a pas mal réussi de rater le NS. Je tournais alors mon regard, cher Georges-Marc, vers un spectacle mettant en valeur une femme d'un tout autre genre que les sylphides, Calamy ou Sand, car le théâtre artistique athévin, qu'on ne connaît peut-être pas assez dans le 11e, rend hommage au grand second rôle de la première moitié du XXe siècle, l'imposante actrice Pauline Carton. Alors dites-nous en plus, cher David. Eh bien, j'avais envie tout d'abord de vous poser la question, Cyrielle, et à vous, Georges-Marc, connaissez-vous Pauline Carton ? Moi, je suis assez vieux pour la connaître. De façon très honnête, brièvement. Voilà, eh bien moi je dois avouer que pour ma part, je n'en avais jamais entendu parler. Vous regardiez pas la télé dans les années 60 j'étais pas né encore, voilà. Et donc j'ai découvert avec grand bonheur ce spectacle rendant hommage à une très grande figure théâtrale. Incarnée avec grand brio, il faut bien le dire, par Christine Murillo, mise en scène par Charles Torgman, dans un espace épuré sur lequel elle sème peu à peu les petits trésors de son barda.
Pauline Carton nous raconte ainsi quelques tranches des 1001 facettes de sa vie illustre d'actrice des années 30. Adulée par Sacha Guitry, actrice dont le bagou et la drôle de mine rendaient irrésistible la moindre concierge ou soubrette, quand sa culture et sa vivacité d'esprit faisaient aussi d'elle une précieuse complice de vie et de création. Christine redonne vie à Pauline, à moins que cela ne soit sous l'énergie de la seconde que la première se retrouve en transe. Toujours est-il que Murillo et son double Carton nous disent tour à tour le bonheur, la nécessité impérieuse d'être sur scène, s'unissant corps et âme pour une ode à la fois rêveuse, cocasse et viscérale au théâtre. Je cite un extrait des mémoires de Pauline Carton, Les théâtres de Carton. Moi, j'aime le théâtre avec ses incohérences, sa poussière, ses émotions magnifiques et ses potins pour concierge. J'aime les répétitions obscures où le petit texte tapé à la machine devient par miracle quelque chose de vivant. Pauline Carton, Les théâtres de Carton. Un mot sur la mise en scène. Oui, car ce spectacle est un petit bijou de seul en scène porté par Christine Murillo, comédienne merveilleuse, quadri-moliérisée, qui, de la Comédie Française au Bouffe du Nord, en passant par l'Odéon, a joué sous la direction, selon ses dires, de Jean Émérite très très fort. Elle n'incarne pas, elle est tout simplement Pauline Carton et prend un plaisir fou à la jouer dans un grand numéro, archi applaudi par la salle, associé à la direction de Charles Torgman, le remarquable metteur en scène qui dirigea 18 années durant le théâtre de la Manufacture de Nancy. Le spectacle, pourtant très sobrement mis en espace, est vraiment un grand moment de théâtre. En conclusion, pour vous, David? Eh bien, j'invite très sincèrement nos auditeurs à aller découvrir cette adaptation des textes de Pauline Carton, notamment le texte que j'ai cité de son ouvrage Les théâtres de Carton, qui leur permettra de découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, cette gouaillante figure à la langue bien pendue et à l'humour et l'autodérision au vitriol. Ils découvriront en même temps une merveilleuse comédienne à la hauteur, il n'en fallait pas moins, de son modèle. Merci beaucoup, cher David. Je rappelle que Pauline Carton se joue actuellement jusqu'au 27 avril. Alors, il faut se dépêcher au théâtre artistique, j'ai du mal aujourd'hui, AT20. C'est dans Paris 11, sur Paris 11e. Mise en scène Charles Torgman avec Christine Murillo, le mardi à 20h45, mercredi 19h30, jeudi 20h45 et d'autres jours jusqu'au dimanche. Merci beaucoup. On se dit pas la semaine prochaine, mais à la semaine suivante, toujours sur Radio J. Absolument, à la semaine suivante. À la semaine suivante. Allez, tout de suite, c'est l'édito de Madar. Le billet du jour. C'est l'heure de retrouver Samuel Madar, plus connu sous le nom de l'édito de Madar sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous nous parlez d'Aymeric Caron. Imaginez si Aymeric Caron était antisémite. Je ne dis pas qu'il l'est. Imaginez juste ce que cela impliquerait s'il l'était vraiment. Quand une petite fille est violée à Courbevoie parce qu'elle est juive, Aymeric Caron détourne le regard. Il préfère rappeler que d'autres crimes existent, qu'on n'en parle pas assez. Cachez donc ces victimes juives que je ne saurais voir. Cela aurait dû suffire. Quand Ilan Halimi est capturé, torturé et assassiné pendant 24 jours, Aymeric Caron cherche à contextualiser ces atrocités. Pour lui, ce serait à cause d'enfants palestiniens tués. Quand on explique l'inexplicable, on justifie l'injustifiable. Cela aurait dû suffire. Quand une chasse aux Juifs enflamme Amsterdam et qu'on les jette même dans le fleuve, Aymeric Caron a une explication toute simple. Pour lui, il ne s'agissait que de hooligans, rien d'autre. Circuler, il n'y a rien à voir. Cela aurait dû suffire. Quand le grand rabbin de France défend le droit d'Israël à se défendre, Aymeric Caron l'attaque en justice pour apologie de crimes de guerre et perd son procès, mais il aurait essayé. Cela aurait dû suffire, exactement. Quand le dessinateur... Dayenu, c'est ça. Quand le dessinateur juif Johann Sfar s'inquiète du climat antisémite à Sciences Po, Aymeric Caron l'accuse d'être un militant pro-Israël pour qui la vie d'un soldat israélien vaut plus que celle d'un enfant palestinien. Quand on manque d'arguments, on déshumanise ses opposants. Cela aurait dû suffire. Dayenu. Quand l'animateur Arthur milite pour la libération des otages à Gaza, Aymeric Caron riposte, plein de haine, en l'accusant de soutenir les massacres à Gaza. Une réponse hors sol, et qui place une cible dans le dos d'Arthur, placé sous protection policière, pour rappel. Cela aurait dû suffire. Quand l'eurodéputé Raphaël Glucksmann
souhaite poser de nouvelles conditions au Parti socialiste pour écarter la France insoumise du NFP. Caron affirme qu'il est porté par l'ensemble du milieu médiatico-financier. Le sous-entendu est immonde, nauséabond, abject. Cela aurait dû suffire. Quand Jean-Luc Mélenchon ironise sur Auschwitz en parlant des milliardaires qui vous couperaient les cheveux pour en faire des édredons, Aymeric Caron vient à son chevet pour le défendre, en expliquant qu'il s'agissait en réalité d'une référence à Fantine, le personnage des Misérables. Misérable, un mot qui lui va si bien. Cela aurait dû suffire. Quand Aymeric Caron affirme que le régime politique du seul État juif dans le monde se rapproche de celui du régime nazi, ou que Gaza est un camp de concentration, il instrumentalise la souffrance de tout un peuple qui, lui, a vraiment été victime d'un génocide. Cela aurait dû suffire. Quand Aymeric Caron traite de nazi Ilana Ferradian, journaliste juive arménienne, parce qu'elle avait osé remettre en cause les chiffres communiqués par le Hamas. Une femme dont les ancêtres ont vécu 2 génocides différents, rendez-vous compte. Cela aurait dû suffire. Quand l'association Nous Vivrons, qui milite contre l'antisémitisme, dénonce l'antisionisme, Aymeric Caron contre-attaque en prétendant que ce collectif soutiendrait inconditionnellement les massacres à Gaza, avant de les poursuivre en justice ensuite. Encore une fois, cela aussi aurait dû suffire. Alors, pour conclure, je ne sais pas si Aymeric Caron est antisémite. Il est difficile de lire dans les cœurs. Je préfère lire dans les faits. Et je vois les cibles. Toujours les mêmes. Toujours les juifs. Jamais nommés, mais toujours désignés. Aymeric Caron ne lance pas des cailloux sur les synagogues. Il en pave simplement la route. Et c'est peut-être encore plus dangereux. Je peux ajouter quelque chose ? Oui, moi, ce qui me semble dans ce cas de monsieur Aymeric Caron, qui faisait le tapin médiatique et qui sait si bien le faire, c'est non seulement il est antisémite obsessionnel, mais que c'est un couard, en français, un trouillard. C'est-à-dire que, moi qui suis un ancien juriste, toutes ces obsessions antisémites sont relues par des avocats pour qu'ils ne soient pas condamnés comme Jean-Marie Le Pen. Et c'est cette couardise-là même qui lui fait mettre ses enfants à l'école de Versailles. Enfin, il a très peur qu'on sache que ses enfants vont dans des belles écoles, etc., alors qu'il est un élu du 18e. Non, cette couardise, au fond, c'est ça. Et un jour, peut-être qu'il faudrait qu'il sorte de sa tanière. On le souhaite tous. C'est le cache-misère de l'antisémitisme aujourd'hui qui s'appelle l'antisionisme. Ça trompe personne, et je pense qu'un jour il se fera rattraper par ses propres démons. On peut pas être à ce point-là obsessionnel pour pas devenir fou ou un vrai salaud, mais je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui sont dupes. Hein, je pense à l'extérieur de la communauté juive. Voilà, ils préfèrent les animaux aux juifs, les petites souris aux survies des juifs. C'est clair, c'est ontologique et c'est sourcé historiquement. On l'espère, en tout cas. Je ne sais pas si lui en a conscience ou non. Nous, on parle pour parler à cette fameuse majorité silencieuse. Je ne sais pas si elle parle, mais au moins qu'elle entende pour comprendre. J'ai entendu un édito il y a quelques jours qui disait « Peu importe finalement lui qui il est, l'essentiel, c'est de faire attention à ceux qui écoutent, ceux qui entendent. » Parce que finalement, Aymeric Caron parle à une majorité, et ça c'est malheureux, qui aujourd'hui vote pour la France insoumise. Et c'est le plus dangereux. Une majorité, j'entends par là une communauté de gens qui votent pour la France insoumise, et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui à gérer, plus que Aymeric Caron qui finalement pour nous n'a pas grande importance. Merci beaucoup. Merci. Samuel Madar, et puis à très vite sur Radio J évidemment. L'introspection. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Essayons de faire cela maintenant avec quelques phrases pour recueillir un sentiment, une anecdote, une émotion. » Georges-Marc Benamou, la première. « Qui veut la paix prépare la guerre. » Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est de Jules César. Oui, il doit faire mes cours de latin, oui. Et c'est une évidence. Ce qu'on peut se dire, c'est que, par exemple, on peut être surpris
par la dimension dérisoire de l'Europe qui se réveille, alors qu'il était prévisible que, par exemple, sur le dossier de l'OTAN, les Américains nous lâcheraient. C'est pas nouveau. Et je comprends pas qu'il y ait des prévisionnistes, des diplomates, des grands esprits qui n'aient pas monté un plan B et vu cela. En fait, c'est le court-termisme dérisoire et insouciant des dirigeants européens qui est inquiétant. On sait bien qu'on doit dépenser plus, et ça on le sait au moins depuis 10 ans. Et là on se réveille un beau matin, et puis on convoque, et puis on a les caméras, et puis on déclare que c'est la guerre, et puis on bombe le torse. C'est un peu dérisoire, même si c'est nécessaire. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Oui. Je voulais rajouter, c'est tellement fort en effet. Et en même temps, je viens de lire le très beau livre de François-Guillaume Laurin sur les Justes de France, qui a été publié chez Flammarion. Et en même temps, en France, on peut se féliciter. C'est quand même aussi un tournant historiographique qui a été assumé par Serge Klarsfeld, du sauvetage assez significatif des Juifs de France par les Justes de France, pas tous des Justes d'ailleurs, et qui a eu réellement, en tout cas à partir de 1942, des mouvements de solidarité inédits quand on voit ce qui s'est passé, hélas, en Hollande ou en Hongrie, etc. Donc souvenons-nous aussi de ceux qui ne voulaient pas que cela se passe. L'imagination est plus importante que le savoir. Oui, c'est ce que c'est ce quand je disais à mon complice Henri Hellman, et ce que je dis dans les films que je produis et que j'accompagne, et en tout cas sur l'histoire, ça sert à rien de faire des biopics qui sont des chronologies, parce que c'est chiant, quoi. Ça donne des films, un peu ennuyeux, et que en effet la dimension fiction, c'est l'apport de l'artistique qui vient enrichir le savoir, ou en tout cas le sublimer, quoi. Donc l'exhaustivité chronologique est souvent ennuyeuse, en tout cas dans la création artistique. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ouais, moi je sais pas quel est philosophe juif ou quelle éducation juive, c'est qu'on n'est jamais fini, quoi. Fini au sens d'une œuvre finie, qu'on s'améliore jusqu'au dernier jour. Je pense que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même profondément juif, mais C'est d'un grand philosophe qui s'appelle Aurel San. Plus communément, ce qui importe, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Pour terminer, Georges-Marc Benamou, est-ce que vous avez une philosophie de vie, une philosophie, une citation qui vous accompagne au quotidien ? Ou même un conseil ? Une citation de Rabbi Nachman que je lis tous les matins, d'un petit livre qui ne me quitte pas depuis une 30aine d'années. Qui est ? Ça change tous les jours de citation. Ah oui. Oui, Rabbi Nachman me parle tous les matins. Tous les matins, c'est très joli. Allez, tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours, à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et c'est donc votre portrait vu par Christian Richaud. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous nous avez donné vos 3 mots. Toujours les mêmes. Ténacité, enthousiasme et fatigant. En tout cas, on peut dire persévérant par rapport à la ténacité, parce que vous êtes toujours actif, toujours productif, toujours en marge d'idées et de création. Ensuite, fatigant, je dirais pas, parce qu'on a passé un agréable moment avec vous, et je me sens plutôt en forme de vous écouter. Alors, peut-être fatigant pour certains autres, mais qui partagent pas votre enthousiasme. Ou peut-être fatigant pour vous-même, mais c'est peut-être un moteur. Un moteur pour aller de l'avant, et puis pour cette volonté que vous avez de nous transmettre des récits, des histoires. Peut-être pour soutenir une mémoire, parce qu'on a été arraché, parce qu'il y a eu un exil, ou parce qu'il y a eu une petite fracture, et que on a ce souhait de raccrocher des morceaux, de poursuivre une histoire, et de donner du sens à ce qui se passe, et puis d'avoir ce devoir de mémoire. Alors vous êtes un humaniste, un universalisme, qui veut transmettre cette idée. Et on vous voit calme, serein. Dans votre regard, on retrouve votre enthousiasme. C'est dommage pour nos éditeurs qu'ils ne le voient pas. Et vous êtes posé, avec des convictions. Vous êtes capable de dire les mots, mais avec une émotion mesurée. Alors,
Ce qui est ingénieux, c'est de ce double écho entre Georges et Georges. Ce qui est ingénieux, et vous le savez qu'il y avait un autre Georges, ce qui est ingénieux, c'est que pour essayer de comprendre une femme, quand on est un homme, et c'est un travail, et il y en a plein qui ont essayé toute leur vie, vous avez trouvé une femme qui s'est mise à la place d'un homme. Alors ça peut être plus simple. Et ça peut évoquer des souvenirs. Et Georges Sand disait, les souvenirs, c'est le parfum de l'âme. Et puis, il y a « Dis-moi qui tu es, mais je te dis qui tu es ». Alors, quand on parle de Georges Sand, on parle de rébellion, on parle d'audace, on parle de liberté, d'émancipation, toutes les valeurs que vous essayez d'incarner, en tout cas à travers ce personnage. On parle des écrits, de la littérature, comme vous nous l'avez dit dans cette émission, qui peut s'adresser à n'importe qui et non seulement à nos jeunes. Une littérature qui est abondante, mais qui nous permet d'avoir un tracé par rapport à l'histoire. Et puis, c'est une façon, Georges Sand, de se réinventer pour exister. Et de bousculer toutes les normes et d'aller de l'avant. Que ce soit dans le siècle de Georges Sand, mais de poursuivre ce travail à travers ce que vous avez écrit pour elle, ou pour nous. Alors, vous avez choisi une amoureuse. Et cette période de sa vie où elle était amoureuse, et c'est intéressant, parce que parler d'amour, c'est aussi parler de la vie. Georges Sand disait, il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Alors vous nous parlez d'amour, et vous nous parlez de la façon dont elle a aimé. Et on l'a vu dans cette émission avec des petits, entre guillemets, ou grands partenaires. Et des fois, on aime et c'est une surprise. Mais en fait, c'est le bonheur de cette vie. Et c'est peut-être ce bonheur que vous nous donnez dans cette émission. Alors, Georges a écrit pour Georges. Et c'est l'histoire d'un double écho. Entre de la ténacité et l'enthousiasme et la rébellion. Entre de la mémoire et de l'audace. Alors Georges Sand a pris le prénom d'un homme pour exister. Et Georges Marc, vous lui redonnez un prénom de femme pour rayonner. Merci beaucoup Christian Richomme pour ce très joli portrait en direct aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. On se dit à très vite parce qu'il y a les fêtes de Pessard évidemment. Très très vite. Merci beaucoup. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Georges-Marc Benamou. C'est passé vite, hein ? Ah oui, c'est toujours un bonheur entre vos mains. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour cette série intitulée La Rebelle sur les aventures de la jeune Georges Sand, en diffusion le 14 et 21 avril sur France 2 à ne pas manquer évidemment. Très 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 bonne série, merci beaucoup. Et sur la plateforme de France Télévisions, tout de suite. Tout de suite, dès maintenant ? Oui. Quel bonheur, allez-y tout de suite. Merci beaucoup Georges-Marc Benamou à la réalisation audio et vidéo cette semaine, Benjamin Arnaud, merci beaucoup. Merci bien sûr à vous tous, à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous notez que vous pouvez réécouter nos émissions, nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et les plateformes de streaming. Rendez-vous juste après les fêtes de Pessard, lundi 21 avril de 15h à 16h, toujours sur Radio J. Dans un instant, la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et puis ce sera bien sûr le journal sur Radio J. À très vite.